Donc les indications de revalvulation pulmonaire, vous voyez déjà quand on parle de valve, les recos de valve, ils ne parlent pas de la pulmonaire. Il faut évidemment que ce soit dans nos recos. Donc ça, je peux se passer vite. Les recos, c'est indication quand on est symptomatique, où Laurence en a parlé, surtout basé sur les volumes. Alors, ces volumes, finalement, une grosse méta-analyse qui nous dit que peu importe quand est-ce qu'on valve, on va gagner, vous voyez quand même, plus de 60 ml par mètre carré de volume après valvulation. Bon, très bien. Et ça, on connaît, mais quels sont les seuils finalement? Et plusieurs études nous montrent à peu près toujours les mêmes seuils. Il faut valver avant 160 ml mètre carré ou 80 ml mètre carré en systole pour récupérer une taille normale de VD. Ça, c'était des études plutôt à court terme, et les études à moyen terme, à plus de 3 ans, retrouvent toujours ces mêmes seuils. Vous voyez, de 80 ml mètre carré en systole. Voilà. Alors déjà, on peut se poser une question. Donc en fait, il faut attendre des seuils, puisque les recos nous disent plus de 160, mais en fait, il faudrait valver avant pour récupérer une taille normale. Ça, on peut le discuter. Alors on va le discuter déjà autour d'un cas clinique d'une femme de 38 ans qui a un fallo réparé à l'âge de 4 ans, une fuite libre. Est-ce qu'on la valve? Donc les objectifs de valver seraient quoi? D'améliorer les symptômes, améliorer ses capacités fonctionnelles, sa qualité de vie, son pronostic ventriculaire et son pronostic global. Ça, c'est ces évaluations en HDJ régulière de volume VD. Vous voyez, on est à 135 ml mètre carré là, à cet instant T, une fonction normale, une VO2 à 85% de la théorique, mais elle est en stade NYHA2. Elle nous dit bien qu'elle est symptomatique, donc très bien. Selon les recos, il n'y a pas de doute, il faut la valver. Alors moi, je vous pose la question, à votre avis, je suis en quel stade de NYHA? Si je monte 3 étages avec Laurence, sans offense Laurence, mais je suis en NYHA 1. Par contre, si je monte les 3 étages avec Sébastien, je serai peut-être NYHA 2. Ça dépendra de sa forme, mais il est plutôt en forme. Donc, les symptômes restent quand même très subjectifs, surtout chez nos congénitaux. Donc, la VO2, la place de la VO2, première question, est-ce qu'elle est pronostique? Oui, on sait que si on atteint des seuils, alors ils sont plutôt bas, vous voyez, plusieurs études, dans celle-là, grosse étude, quand on a un pic de VO2 à moins de 17, c'est prédictif en post-opératoire de revalvulation de décès. Donc oui, la VO2 est pronostique. Ensuite, est-ce qu'on améliore cette VO2 en revalvant? Toujours cette même grosse méta-analyse qui nous dit non, on n'améliore ni le pic de VO2, ni la pente VE sur VCO2. Pourtant, on améliore la NYHA de presque 1. Donc, alors pourquoi? Alors déjà, on peut s'intéresser à un premier point, c'est que quand on regarde le pic de VO2, on ne l'améliore pas dans les fuites. Par contre, on l'améliore dans les obstacles de la voie droite. Alors, ça, c'est une étude intéressante qui commence à dater, mais du Great Ormond Street, qui fait des IRM d'effort. Et ils ont évalué donc au repos et à l'effort la fuite pulmonaire, et on voit finalement que oui, à l'effort, la fuite, elle diminue. En particulier, la diastole se raccourcit et la fuite diminue. Alors qu'on sait à l'inverse que les gradients, eux, vont avoir tendance à monter. Et ça, c'est peu de patients, mais donc dans cette étude, ils ont regardé avant valvulation, après valvulation, le stroke volume du VG, et ils montrent très bien, vous voyez qu'en rouge, les fuites pulmonaires, la pente, c'est-à-dire le avant-après, il ne change pas. Par contre, dans les obstacles, oui, ça change. Donc il n'y a pas d'augmentation du stroke volume après revalvulation pour fuite, ce qui peut en partie expliquer qu'on n'améliore pas vraiment cette VO2. Donc cette patiente, elle décide de toute façon de ne pas se faire opérer. Elle veut pas. Donc elle se dit par contre, allez, je vais faire du vélo, sur les conseils de son cardiologue bien sûr, 40 minutes, 5 fois par semaine. Donc elle est slim and fit, elle perd 12 kilos. Et puis, on la réévalue. Elle a une VO2 qui est normale, 100%, et des volumes, vous voyez, à 130 ml/m² en diastole. Donc maintenant, la question c'est, est-ce qu'on valve cette patiente asymptomatique avec ces seuils? Donc, est-ce qu'on améliore la fonction VD? Est-ce qu'on améliore le pronostic? On en a déjà un peu parlé. La fonction VD, si on fait la FEVD classique, non, il n'y a pas d'amélioration. Alors, ça serait intéressant que les radiologues me donnent leur idée, mais il y a plusieurs papiers qui disent qu'il faut faire la FEVD corrigée, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les rapports des volumes télédiastoliques moins volume télésystolique divisé par le volume télédiastolique, on prend finalement le flux antérograde divisé par le volume, et là, pour le coup, on améliore. Le pronostic, on en a déjà un petit peu parlé, mais première grosse étude d'indicateur qui nous disait que les facteurs prédictifs d'événements, c'était la masse VD, la FEVG et les arythmies atriales, mais pas du tout ni la fuite pulmonaire, ni les volumes. Bon. Et
ensuite, un papier intéressant de 2022 là, de l'équipe de Multicentrique français qui nous dit que les patients qui ont un DEF, quand on les valve, on diminue les thérapies appropriées, premier bon indice, et ensuite, Laurence en a parlé, mais clairement, la grosse étude d'Indicator sortie l'an dernier nous dit bien que oui, quand on valve, on améliore le pronostic dur de ces malades. Alors si on regarde un peu en détail cette étude, quand même, ils ont séparé en deux, et là c'est assez intéressant de voir que finalement quand on valve les critères classiques, on va dire, vous voyez 80 ml/m² en systole par exemple, on améliore à peu près d'un facteur 2, mais on améliore aussi beaucoup les patients qui sont, ils appellent conservative criteria, donc à plus de 180 ml/m² en diastole ou plus de 95 en systole, on améliore aussi beaucoup ces malades-là. Et ce qui est probablement le plus intéressant de cette étude, c'est que par contre, quand on est en dessous du seuil de 80 ml/m² en systole, on n'améliore pas le pronostic. Donc, je ne reviens pas là-dessus, Laurence l'a déjà dit et Sébastien aussi, il y a toute cette balance, pas trop tôt, pas trop tard, et donc je passe. Donc finalement, est-ce qu'on valverait cette patiente ? D'après ce que je viens de dire, plutôt pas. Mais j'aimerais qu'on aille encore un peu plus loin dans la critique des recos et qu'on regarde un peu en détail. Premièrement, les recommandations nous disent fuite pulmonaire significative. L'AHA, aucune valeur. Le SC, quand même, fuite de plus de 30%. Et vous voyez, autre point intéressant, ils parlent tous de cette fameuse VO2 en disant, par contre, si elle diminue au cours du suivi, il faut valver. Mais sans aucun cut-off, on n'a rien. Diminution de combien ? 10, 15, 30%, on n'en sait rien du tout. Débrouillez-vous. Alors Laurence l'a dit un petit mot, mais je veux revenir dessus. Il n'y a que les recos américaines qui nous parlent de rapport VD sur VG. Alors pourquoi ? C'est assez intéressant en effet. D'abord, c'est indépendant de la méthode de quantification de la fuite pulmonaire. Ensuite, quand ils regardent par rapport au volume indexé, ça différencie mieux ceux qui ont une fuite petite de significative. Et donc, ça pourrait être intéressant chez les patients qui ont des tailles corporelles extrêmes, en gros les obèses, vraiment, ou ceux qui vont changer beaucoup après une chirurgie bariatrique, ou aussi, on pourrait se dire, bien sûr, les enfants ou les ados, ceux qui ont une évolution importante. Et deuxième point, c'est la différence entre les sexes. C'est quand même intéressant de voir qu'on sait que les volumes normaux ne sont pas les mêmes chez l'homme que chez la femme. Il y a à peu près 10 ml/m² d'écart. Pourtant, dans les recours, on ne dit pas qu'on valve les hommes à 160 et les femmes à 150. Ce n'est pas du tout ce qu'on dit. Et ça, c'est pareil, le ratio VD sur VG, vous voyez, 150 patients, âge moyen de 29 ans. Les hommes étaient à 160, les femmes autour des 140. Ça faisait une différence significative. Et quand on fait le rapport VD-VG, là, on gomme cette différence. Donc oui, je pense que ce ratio VD sur VG peut être quand même assez intéressant. Autre point, là c'est pareil, Laurence quand même en a bien dit un mot, il n'y a que les recos américaines qui disent « Attention, si le VG n'est pas bon, il faut valver ». Alors VG moyen, ça c'est pareil, pas de cut-off. Mais on sait quand même pourquoi le VG, oui, c'est pronostic. Deux études un peu différentes, même s'il y a des patients en commun, mais on voit dans une étude un seuil à 50% d'FEVG, dans l'autre 45% d'FEVG, et quand on est en dessous, c'est pronostic sur, encore une fois, des critères durs. On gagne, oui, 2% de FEVG après une revalvulation pulmonaire. Bon, je ne sais pas quelle est la pertinence clinique, mais on gagne 2%. Voilà. Par contre, il y a un point qui, je pense, est vraiment intéressant dans les recours européennes. Ils parlent quand même, alors oui, bien sûr, d'évaluation répétée pour juger d'un timing et pas à un instant T. Et ils parlent donc de progression et en particulier aussi, vous voyez, de progression de fuite tricuspide. Donc si on parle de fuite tricuspide, qu'est-ce qu'il en est chez nos patients ? Il y a un tiers quand même des phallos qui ont une fuite modérée ou sévère et ce qui est prédictive d'événements en post-opératoire. La fuite, elle n'est pas corrélée au volume télédiastolique. Honnêtement, il n'y a pas de corrélation. Elle est un peu corrélée au volume de l'OD. Et par contre, la diminution après on sait qu'on diminue cette fuite après revalvulation, que ce soit par cathé ou par chir. Vous voyez, on gagne en moyenne un grade 1, voire quand la fuite initialement était sévère, on gagne presque un grade 2 ou 1. Et ça, c'était une très belle étude canadienne, multicentrique chirurgicale, qui dit, oui, mais ils ont comparé, et si on rajoute une plastie tricuspide, bien évidemment, ils disent quoi que quand on rajoute une plastie tricuspide, on améliore encore plus la fuite tricuspide, tant mieux, mais heureusement, ça veut dire qu'ils opèrent correctement la fuite tricuspide. Bon. Cette notion d'évolutivité, est-ce que cette fuite tricuspide, elle évolue chez nos patients ? Donc, oui, cette étude, 217 patients quand même, suivis sur plus de 7 ans, et il montre qu'il y a 7%, donc 15 patients sur 200, qui vont avoir une fuite
qui devient sévère. Et qu'est-ce qui était prédictif? C'était la NYHA et le fait qu'ils aient une fuite déjà modérée. Bon, ok, on s'en doutait, on passe pas d'une fuite minime à sévère, mais quand même. Cette fuite, encore une fois, est pronostique. Les volumes, Laurence en a parlé, chez l'adulte, quand on regarde un petit peu des grosses séries, ils disent sur 5 ans, ça augmente de moins de 10%, voire pas du tout. Donc, en effet, ça progresse peu, les volumes. Alors, qu'est-ce qui manque dans ces recos? Vu qu'il faut que je critique les recos, je vois aussi ce qui manque. Clairement, il manque les âges extrêmes. La pédiatrie, on en a parlé un petit peu, mais les cut-off, on a l'impression, alors c'est grand enfant, ado, que le 160, il serait à peu près le même. Et puis ça, cette étude, ils nous disent, vous voyez quand même, alors en jaune, c'est quand on valve tard, plus de 16 ans, en vert, tôt, moins de 16 ans, et ils disent, il faut valver tôt, en fait, la courbe, elle est meilleure. Oui, mais quand ils rajoutent, oui, d'accord, et est-ce qu'ils font des endocardites, est-ce qu'il faut les revalver? Là, la courbe, elle s'inverse. Donc, clairement, attention. Et ensuite, les patients âgés. Donc, ça, c'est une grosse étude, je pense que Sébastien en parlera après. Donc, sur 4500 valves pulmonaires percutanées, vous voyez, les plus de 66 ans, c'était très peu de patients. C'est le rouge, là, vous voyez, donc quand même très, très peu de patients, mais il y en a. Et par contre, ils montrent quoi? Qu'ils ont plus d'événements graves liés à la procédure que les patients jeunes, 7% versus 3%. Donc, c'est quand même pas anodin. Après, est-ce qu'on les améliore plus? Avec Antoine, on avait fait une étude où on avait évalué les fuites pulmonaires et avec le physiopho, le stroke volume à l'effort. Et on voit que la seule chose qui était vraiment, en tout cas, liée, c'était l'âge. Ce pic de stroke volume diminue avec l'âge. Donc peut-être par contre qu'on les améliorera plus sur le plan fonctionnel, les patients qu'on valve plus tard. Voilà. Alors, de manière très étonnante, il y a une seule étude, et ça rejoint un peu ce qu'a dit M. Sidi, qui évalue finalement et leur vie et leur qualité de vie. Est-ce qu'on les améliore? Il y a une seule étude en 2010 qui dit que oui, mais sinon, on ne s'est jamais intéressé à ça dans toutes les études sur la valvulation, alors qu'il y a de plus en plus d'études qui parlent de Patient Reported Outcome. Et oui, je pense qu'il faut évidemment les voir en détail. Qu'en est-il des autres cardiopathies congénitales? Alors, elles sont évoquées dans les recos à un seul endroit, c'est quand on parle de conduit VDAP. Là, ils disent ça inclut les atrésies pulmonaires, les troncus, les rastélies, les ROS. D'accord. Est-ce que c'est vraiment extrapolable? Honnêtement, il n'y a pas d'études. Il y a quasiment aucun sous-groupe à chaque fois. On parle vraiment que du phallo. C'est notre grosse population. C'est normal, comme vous voulez qu'on fasse des études avec 1000 patients sur des troncus et revalvulation. Ça va être très compliqué. Et juste les recos américaines nous disent que quand est-ce qu'on valve après une fuite pulmonaire d'une sténose pulmonaire? Et alors là, ils disent, vous voyez, c'est inapproprié d'extrapoler, mais bon, quand même, on n'a aucun seuil spécifique, mais ça pourrait être bénéfique. Bon, en gros, débrouillez-vous, on n'en sait rien. L'adhérence aux guidelines, ça, c'est une étude quand même assez intéressante. Au Canada, ils ont regardé 500 patients dans 14 centres et ils ont regardé toutes leurs caractéristiques et ils ont vu que 85% avaient une indication, selon les guidelines que je vous ai montré avant, de revalvulation. Et pourtant, il y en a 35% qui ont eu une revalvulation. Qu'est-ce qui était prédictif de revalvulation, ceux qui ont été valvés? C'était les symptômes et le ratio VD sur VG, c'est tout. Et juste pour vous montrer quand même, vous voyez, dans cette étude, ça c'est ceux qui n'ont pas eu de valve, mais qui ont une indication. Vous voyez, 150 ici, le cutoff, ça veut dire qu'il y a tous ces malades-là qui sont quand même à plus de 160 ml/m² et qui donc ne sont pas valvés. D'accord? Donc la majorité répondent aux critères, mais une minorité d'entre eux ont une revalvulation. Alors est-ce qu'ils ont raison? On peut se poser quand même la question quand on voit, là maintenant, surtout l'étude de l'an dernier, il y a quand même des critères pronostiques assez durs en fonction des seuils. Alors après, dernière slide, un peu d'intelligence artificielle qui pourrait nous aider à prédire. Alors c'est les MACE dans les phallos, mais peu importe, je pense que c'est intéressant. Vous voyez, on a demandé à 5 experts de classer 25 patients sur est-ce qu'ils vont avoir un événement ou pas. Ça, c'est leur R sous la courbe de prédictivité. Vous voyez, ils sont plus ou moins bons, mais quand même pas mal. Et quand on pool les 5 experts, donc en gros, quand on fait un staff multidisciplinaire, on arrive à 0,92, donc très bien. Et la machine seule, elle fait 0,86. Donc en gros, elle fait presque aussi bien que tous les experts ensemble. Ce qui est intéressant quand même, c'est que
les experts de plus de 20 ans d'expérience, c'est de loin les meilleurs. Premier point. Et que par contre, les plus jeunes, alors plus jeunes, c'est quand même plus de 10 ans et moins de 20 ans, donc c'est quand même pas des internes. Si on rajoute le machine learning, là, on augmente un peu leur performance. Tout ça pour dire quoi? Je pense qu'il faut une équipe multidisciplinaire avec de l'expertise et de l'expérience. Et est-ce que vraiment il faut de la machine learning? Je ne sais pas, parce qu'après, comment on acquérera l'expérience si jamais c'est la machine qui le fait? Ça, c'est vraiment une autre question, mais plus philosophique. Donc, pour conclure, je crois que ça a été dit juste avant, il faut, oui, des mesures longitudinales, mais il faut vraiment une approche plus personnalisée. Il ne faut pas se focaliser que sur volume télédiastolique du VD, comme on vient de dire. Déjà plus le systolique, mais aussi, finalement, pas que le VD, aussi le VG. Alors, les symptômes et la VO2, oui, même si on a vu qu'il y a quand même des réserves sur l'impact, mais c'est évident qu'il faut le prendre en compte. Les arythmies, c'est pareil. Est-ce que ça doit nous dire qu'il faut valver plus tôt? Probablement. L'affût tricuspide et l'évolution, et puis aussi la cardiopathie sous-jacente et la lésion. Là, j'ai parlé quasiment que de fuite, parce que je ne pouvais pas parler de tout, mais pour l'obstacle, par exemple, si on regarde les recos, c'est plus de 80 mm de mercure dans le VD, mais il ne parle pas du tout, par exemple, si on a une FEVD altérée, évidemment, finalement, le concept un peu de bas débit, bas gradient, il faut peut-être valver plus tôt. Et ça, c'est des choses qu'on sait, mais dont on ne parle pas. Donc vraiment, une approche plus personnalisée, avec une expertise clinique et une décision, je pense, multidisciplinaire. Et je pense qu'on fera peut-être un peu mieux que les recos, ou en tout cas au moins aussi bien. Voilà, je vous remercie.